Bonjour Patrick Loiseleur, vous êtes un permanent très connu de l'ancienne AIVI face à l'instance de dorénavant. Vous allez nous parler de la correctionnalisation. Alors, correctionnalisation, c'est vraiment un gros mot. Il n'y a que les professionnels du droit qui le connaissent. Euh, En quoi ça consiste? Ça consiste à poursuivre un crime de viol sous la qualification d'agression sexuelle. J'ai fait un tableau comparatif pour que vous ayez un petit peu une idée de la différence entre les deux. Normalement, le viol est un crime, et donc, comme tous les crimes, il doit être jugé en cour d'assises. Un jugement en cour d'assises, ça prend 2 ou 3 jours. Il y a toute une procédure, c'est assez long. On entend les témoins, on fait le portrait de l'accusé. Euh, il y a des expertises psychologiques. Enfin bon, il y a tout un décorum, peut-être même, enfin une mise en scène, si on veut. En tout cas, c'est quand même quelque chose. Voilà, comme un crime c'est grave et qu'on peut envoyer quelqu'un en prison à perpétuité dans une cour d'assises, on prend quand même le temps d'analyser les faits et la personnalité de l'accusé assez en détail. Et ça prend 2 ou 3 jours environ. La décision dans une cour d'assises est prise par un jury populaire de 12 personnes, je crois, qui sont sélectionnées au hasard, qui donc prennent la décision finalement finale de culpabilité. Quand il s'agit d'un viol sur mineur, la peine maximale prévue par la loi française actuellement est de 20 ans. En théorie, tous les crimes de viol devraient être jugés aux assises. L'agression sexuelle, c'est quoi? C'est un délit, donc c'est moins grave. C'est jugé au tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, ça va juger toutes sortes de choses, la fraude fiscale, les délits routiers, le vol, le trottinette. Ça juge quand même les affaires qui sont moins graves que les crimes. La décision est prise par des juges professionnels et la durée d'une affaire, tout compris, traitée au tribunal correctionnel, c'est beaucoup plus court. Ça va tourner autour de 30 minutes, le plus souvent. J'ai mis de 15 minutes à 3 heures dans les comparatifs. Et donc, quand on a commis un délit d'agression sexuelle, la peine maximale prévue par la loi est de 10 ans de prison. Ce qui différencie dans notre code pénal actuel l'agression sexuelle et le viol, ce sont les faits de pénétration sexuelle. Euh, Notre code pénal est ainsi fait actuellement, c'est-à-dire qu'il considère qu'une agression sexuelle, s'il y a pénétration sexuelle, c'est un viol. Sinon, c'est une agression sexuelle autre, ce qu'on appelle autre agression sexuelle. Alors là où c'est un petit peu ambigu, c'est que le terme agression sexuelle sert à la fois à désigner les agressions sexuelles au sens large et les agressions sexuelles autres que le viol, ce qui ne contribue pas évidemment à la lisibilité de notre code pénal. Donc la correctionnalisation du viol, c'est une pratique très répandue. Selon le ministre de la Justice Michel Mercier, qui parlait en 2011 devant les sénateurs, il estimait qu'environ 80% des crimes seraient correctionnalisés. On n'a pas de chiffres officiels, cela dit, sur la correctionnalisation. C'est-à-dire que le ministère de la Justice se garde bien de communiquer et de faire des statistiques là-dessus. Alors, la correctionnalisation, je l'ai dit dans le premier slide, on fait un tout petit retour en arrière. Depuis la loi Perben de 2004, la correctionnalisation est possible, mais uniquement avec l'accord de la victime. C'est important parce que sinon, c'est une pratique illégale, parce que lorsque le législateur a prévu que le viol est un crime, normalement, ne doit pas être jugé au tribunal correctionnel. Mais depuis la loi Perben de 2004, si la victime est d'accord, la correctionnalisation devient possible et même légale. Donc, j'en reviens à mon slide concernant les arguments qui sont utilisés pour convaincre la victime d'accepter la correctionnalisation. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit en général? Et les gens qui cherchent à la convaincre, ça peut être aussi bien son propre avocat que les magistrats, les policiers, enfin tous les acteurs de la chaîne judiciaire. On dit à la victime, le verdict du jury populaire n'est pas très fiable, parce que ce ne sont pas des magistrats professionnels. Donc il y a un risque d'acquittement. Aucune étude ne vient étayer ces affirmations. On n'a pas de statistiques qui montrent qu'il y aurait moins d'acquittement en cour d'assises qu'il y a de relax en tribunal correctionnel. Donc ça, c'est vraiment une légende urbaine selon nous, mais c'est un argument fréquemment utilisé.
le délai d'attente pour obtenir un procès serait plus court. Ça, c'est vrai. Alors, c'est très variable d'un département à l'autre, mais un, disons un procès au tribunal correctionnel, on peut avoir 2 à 3 ans d'attente, alors qu'aux assises, on peut avoir jusqu'à 10 ans d'attente avant simplement d'avoir une date pour le procès. Une autre raison qui est parfois utilisée pour justifier la correctionnalisation, c'est que les faits seraient considérés comme moins graves qu'un vrai viol, en quelque sorte. Par exemple, ce seraient les viols commis par pénétration digitale, les viols commis une seule fois, le viol conjugal. Enfin, il y a toutes sortes de prétextes qui peuvent, de manière illégale et injustifiée évidemment, être utilisés pour dire oui, bon, bah, c'est un viol, mais c'est quand même pas aussi grave que les autres viols, donc on va juger ça comme une agression sexuelle. Une raison plus pratique qui peut exister, c'est la difficulté à prouver les faits de pénétration sexuelle. Parfois, les faits d'agression sexuelle sont prouvés, mais le fait qu'il y a pénétration ou pas peut être plus difficile à démontrer devant la justice. Et enfin, un argument qui peut être utilisé pour justifier la correctionnalisation, c'est que la cour d'assises serait trop impressionnante pour les victimes, surtout si la victime est mineure, que c'est encore un enfant, que ça pourrait être traumatisante et que tout le décorum, le tralala de la cour d'assises serait en quelque sorte une sorte de répétition du traumatisme et qu'avec un procès minimal qui est le procès en correctionnel, on viendrait minimiser ce traumatisme du procès pour la victime. Alors la réalité, pourquoi on essaye autant de convaincre les victimes d'accepter la correctionnalisation? C'est parce que notre système judiciaire est complètement asphyxié. On a une justice qui manque de moyens et les assises sont saturées. Les assises en France, elles ont la capacité de juger environ 3000 crimes par an, et il y en a une petite moitié qui sont des crimes de viol. Donc en 2016, je prends le dernier chiffre en bas à droite de mon tableau, les cours d'assises en France ont jugé 1169 affaires de viol. Et la plupart alors le chiffre des condamnations est légèrement supérieur à 1000. Bon, il n'est pas dans le tableau, mais c'est-à-dire que la plupart de ces affaires ont conduit à une condamnation effective. Et donc, vous voyez bien qu'avec 13 708 plaintes pour viol déposées par année, et puis les cours d'assises qui peuvent seulement traiter environ 1200 affaires de viol par an, il y a un problème vraiment juste numérique, il y a un problème de flux, un problème de capacité de notre justice à juger toutes les affaires qu'on lui soumet et à traiter toutes les plaintes qui sont déposées. Alors, quelles sont les conséquences pour la victime de la correctionnalisation du viol? Il y a une minimisation des faits, il y a des débats judiciaires qui sont raccourcis, ça j'en ai déjà parlé. D'après les témoignages qu'on a recueillis au niveau de l'association, on n'a pas d'études avec des chiffres en béton, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les peines pour viol qui sont typiquement autour de 10 ans, en moyenne, dans les affaires de pédocriminalité, c'est plus élevé, ça va être autour de 12 ans de prison. Quand le crime est correctionnalisé, là, on va avoir des peines beaucoup plus légères qui vont être parfois 5 ans, parfois 4 ans, parfois 2 ans de prison, parfois même 18 mois avec sursis. Donc les peines sont clairement beaucoup, beaucoup plus légères en correctionnel. Les dommages et intérêts sont également beaucoup moins élevés. Et puis, on peut remarquer finalement que la correctionnalisation introduit une rupture de l'égalité des victimes devant la justice, puisque selon les juridictions, le pourcentage d'affaires correctionnalisées va être plus ou moins élevé, et donc la probabilité pour une personne d'arriver à obtenir un procès aux assises va être plus ou moins élevée. Donc, la question qui se pose, c'est comment, pour la victime, comment vivre et se reconstruire dans une société qui minimise le crime? Comment respecter la loi alors que l'institution judiciaire vous a aussi peu respecté? Les conséquences pour la société de la correctionnalisation sont assez importantes aussi. C'est la banalisation du viol, c'est le risque de récidive qui va être plus élevé parce que les peines sont plus courtes, souvent vont être
On a des peines avec sursis ou des peines qui vont être exécutées avec des bracelets électroniques, des choses comme ça. C'est la perte de confiance des citoyens dans la justice. Quand il y a un crime qui est commis massivement, comme le crime de viol, et qu'il est aussi peu réprimé par la justice, les citoyens perdent confiance dans toute la chaîne judiciaire. Et puis c'est la loi qui n'est pas respectée. À quoi ça sert que les députés disent que le viol est un crime si, en pratique, quand vous portez plainte pour viol, eh bien, vous terminez au tribunal correctionnel. Il y a évidemment un coût pour la santé publique, c'est-à-dire que si on laisse davantage d'agresseurs et de récidivistes en liberté, bien, il y aura davantage de victimes à l'arrivée, et ça, forcément, ça a un coût pour notre sécurité sociale à cause du stress post-traumatique, à cause des conséquences à long terme sur la santé du viol, spécialement du viol sur mineur. Donc, en réalité, cette faiblesse de notre justice, qui poursuit si peu et si mal le crime de viol, elle a un coût très élevé pour l'ensemble de la société. Le déni et l'impunité, qui sont encore la règle en 2020 en France pour la plupart des violeurs, des pédocriminels et des parents incestueux, le déni et l'impunité se paient vraiment très cher. C'est ce que nous dénonçons depuis 20 ans avec l'association Face à l'inceste. Alors, on va commencer à parler un petit peu des solutions, des réformes ou des choses qui, quand même, nous donneraient des raisons d'espérer que ça va s'améliorer. Depuis 2019, il y a une réforme qui a été introduite par Nicole Belloubet, qui sont les cours criminels. Le but est de désengorger les cours d'assises. La décision est prise par 5 magistrats professionnels, mais les débats sont quand même plus courts que devant une cour d'assises. Et la procédure est un petit peu différente. Donc, c'est en cours d'expérimentation dans certaines juridictions. C'est le cas au tribunal de Caen, notamment. Et ça permet de juger le viol comme un crime, c'est-à-dire que les peines de viol peuvent vraiment être appliquées par ces cours criminels qui, comme leur nom l'indique, sont destinés à juger les crimes. Alors, on n'a pas encore d'études comparatives entre les assises et les cours criminels, de savoir est-ce que le taux d'acquittement est différent, est-ce que la peine moyenne prononcée est différente. Ça, on ne le sait pas encore, on manque de recul. C'est une réforme à suivre de près, et ça pourrait être une piste éventuellement pour mettre fin à ce scandale de la correctionnalisation que nous dénonçons depuis longtemps. C'est la fin de cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi.